Bonjour et bienvenue dans ma lecture d'Herborance de Charles-Ferdinand Ramu, lecture intégrale qui sera intégrale quand je l'aurai terminée. J'en suis au chapitre 6 de la première partie d'Herborance. Juste avant, on a rencontré les premières victimes de l'éboulement. Barthélemy, qui est mal en point, rencontré par Maurice Nada. Mais on revient au début du chapitre 6, au village, avec les femmes qui attendent. La vieille Philomène et sa fille Thérèse qui est très inquiète sans doute, parce que Antoine, l'homme qu'elle vient d'épouser et dont elle vient de sentir qu'elle a dans un enfant, il se trouvait à l'endroit où la montagne est tombée. Chapitre 6. Philomène avait été réveillée de bonne heure par le sentiment qu'il s'était passé pour elle la veille au soir une chose agréable. Et en effet, c'est une chose agréable comme elle a vu que cette promesse d'un enfant. Pendant qu'un peu de cendre grise entrait tout juste dans la chambre, entre les contrevents à moitié tirés. L'idée qu'on va être grand-mère est une chose agréable. Un enfant arrive et arrange tout. Tout s'était arrangé et continuait de s'arranger peu à peu dans sa tête pendant qu'elle s'habillait. Elle se disait enfin, du moment que ce mariage est fait, elle se disait, et puis du moment que ça tourne bien, car un enfant qui va venir, c'est bien tourné. On allait avoir besoin d'elle, et pour une vieille femme, c'est comme rentrer dans la vie, à quoi elle pensait aussi, toute contente et réchauffée d'avance, de ce côté-ci des fenêtres, tandis que de l'autre côté, le jour continuait à grandir. Cette atmosphère joyeuse, l'enfant à naître, la grand-mère qui se dit que sa vie va pouvoir continuer, qu'elle sera utile à quelque chose, au fond, c'est ça. Ça arrange tout. Et elle, pendant ce temps, continuait à réfléchir, et voilà qu'elle se disait, songeant à Thérèse, « Je n'aurais pas dû la laisser aller coucher chez elle hier au soir. À quoi est-ce que j'ai pensé ? J'aurais dû la garder ici parce qu'on est toujours un peu nerveuse les premiers temps. » Évidemment, il y a ses souvenirs à elle qui interviennent. Mais elle s'est dit, eh bien, je m'en vais vite faire la soupe. Et puis, je la lui porterai bonne chaude sous un linge pour qu'elle puisse la manger au lit. Ça lui fera du bien de rester couchée. On ne s'embarrasse pas de grandes théories dans ce milieu-là. Surtout chez les femmes, il y a ce pragmatisme. Tout s'est arrangé. Ah tiens, il faut que je fasse de la soupe. Voilà comment la faute que j'ai faite en laissant la pauvre Thérèse, même si elle est heureuse à ce moment-là, même si elle ne sait pas ce qui va se passer et la faute qu'elle a faite, peut-être qu'on peut l'arranger simplement en amenant de la soupe chaude, en se réchauffant le corps. La porte d'une étable s'ouvre. C'est la chèvre qu'on va traire. Un matin ordinaire. Il n'y a plus guère de vaches au village en été, et d'ailleurs guère davantage d'hommes valides. C'est un village de chèvres, de femmes, d'enfants, de vieux. On entend qu'on tire le verrou rouillé qui jette un grand cri, comme quand on saigne le cochon. Là, l'image est assez violente. On saigne le cochon, en tout cas moi j'ai été traumatisé dans mon enfance par le moment où on saignait le cochon, c'est un cri terrible. Et on lui plante le couteau dans la grosse veine du cou. Quelqu'un tousse. La fontaine est faite d'un tronc d'arbre qu'on a scié par le milieu et puis évidé. C'est le vieux Jean Carupte qui tousse. Tellement barbu de mousse, la fontaine, que c'est à peine si de loin on la distingue encore du talus couvert d'herbe auquel elle est adossée, ayant en guise de tuyau un simple chéneau de bois qui est tout fondu, de sorte que la moitié de l'eau se perd avant d'arriver au bassin.
Le vieux Jean Carupte est toujours tôt levé et a toujours soif. Ils sont d'ailleurs presque tous caruptes au village, n'ayant pour se reconnaître les uns des autres que leur prénom ou leur surnom. Ça, c'est évidemment typique des sociétés villageoises, que tout le monde a le même nom, ou presque. Donc là, il s'appelle Carupte. Jean Carupte a été boire à la fontaine. On nous rappelle ce qu'on nous a déjà dit dans ce ressassement continuel qu'il y a dans la prose de Ramu. Il revient en traînant les pieds. Philomène avait allumé le feu. Elle avait pendu la marmite à la crémaillère. On commençait à aller et venir sous les fenêtres dans une jolie couleur rose. Encore une fois, les ambiances créées par les couleurs dans ce texte-là. Le rose ici, les couleurs du petit matin, qui a été d'abord sur le ciel à l'Orient, puis nous a découlé dessus, comme si le rose, la vie en rose, nous arrivait ici. Le vieux Carupte a le dos rose sous son vieil habit à queue qu'il n'avait pas quitté depuis plus de 20 ans. Il vous tourne le dos. À qui? À nous qui lisons. Il est là. On voit que le dos de ce personnage, encore un personnage peut-être penché en avant, comme le sont souvent les vieux et comme l'ont été d'autres personnages déjà. Tourné lui-même vers la pente qui domine le village. Ou alors il est tourné vers le haut. Le temps passe. Tout à coup, le vieux Carupte a grogné quelque chose. Une femme lui a dit « Qu'est-ce qu'il y a, Père Jean ?» Il grogne de nouveau quelque chose. « Eh tiens, c'est vrai. Eh Marie, tu ne vois pas sur le chemin ?»« Qui est-ce ?»« Je ne sais pas. »« Qu'est-ce qu'ils font ?»« Oh, c'est que c'est jeune. Ça s'amuse. » C'était en effet sur le chemin comme quand les enfants jouent à la courate, qui est le nom qu'on donnait au jeu. Et c'était les deux garçons. L'un courait, l'autre courait. Intéressant, ça. L'un courait, l'autre courait, plutôt que de dire ils couraient tous les deux. Mais ça donne vraiment cette impression qu'il y en a un qui court, il y en a un qui arrive, et l'autre qui arrive juste après. On voit de manière beaucoup plus dynamique ce qu'il se passe. Quand celui qui était derrière courait plus vite, celui qui était devant faisait de même, comme pour ne pas se laisser rattraper. Car le jeu est qu'on se rattrape, et celui qui vous rattrape a gagné. Un jeu que font les enfants partout, même s'ils n'appellent pas toujours ça la courate. Les femmes regardaient. Où est-ce qu'ils vont? Pourquoi est-ce qu'ils courent? Et on voyait que l'avance de Dzosé, quoi qu'il pût tenter de faire, et quelques peines qu'il se donna allaient diminuant de plus en plus. Voilà qu'en effet l'autre force encore son allure et l'autre arrive à sa hauteur. Mais on fut étonné, car il ne lui tape pas dans le dos. Il ne lui saute pas dessus comme on pensait qu'il allait faire. Il passe simplement à côté de lui, sans rien lui dire, sans même le regarder. Tiens, ce n'est peut-être pas un jeu. Peut-être que c'est plus sérieux que ça, ce qui est en train de se passer. C'est Justin. D'où est-ce qu'il vient comme ça? Il était pourtant ici cette nuit. Bien sûr, je l'ai vu. C'est ainsi que le malheur s'avance sur 2 jambes, ou 2 fois 2 jambes, mais on ne sait pas qui il est. Là, tout d'un coup, le malheur frappe à la porte. La personnification du malheur ici, par ces 2 enfants qui ont l'air de jouer, mais le malheur arrive sans qu'on s'en rende compte. C'est ainsi que les mauvaises nouvelles viennent et vont vite, mais on ne se doute pas encore d'elles. Et les femmes appellent maintenant Justin parce qu'il est tout près. Et Justin. Là, on arrive à un moment fatidique, fatal. La tragédie va entrer brusquement dans ce monde où on pensait que tout était arrangé.
Il ne répond pas. Donc Justin. Il quitte le chemin pour prendre à travers les jardins, comme s'il voulait éviter d'être questionné au passage. Quant aux petites oseilles, il avait été vite perdu de vue, s'étant engagé sans entrer dans le village sur la route qui mène à Premier. Philomène, entendant la voix des femmes, était venue sur le pas de la porte. Elle les voit qui se portent entre les maisons pour tâcher d'apercevoir où Justin se rend et chez qui. Il est facile de deviner en effet qu'il cherche quelqu'un. Finalement, il s'arrête devant la maison du président, qui est à l'autre bout du village, tout à côté de celle où Rebord donne à boire dans une chambre au premier étage, où on monte par un escalier de bois aussi raide qu'une échelle. Le président, c'est donc celui qui est le chef au niveau politique, président de commune en Valais. Donc, la plus haute autorité du coin. Et donc, ça veut dire qu'il se passe quelque chose d'important si la personne chez qui l'on va, c'est le président. Justin entre chez le président. Alors, le malheur a été sur nous. Et là, tout d'un coup, le malheur. Car Justin reparaît. Justin sort de chez le président. Il lève le bras. Il le tend vers le nord. Justin fait des gestes avec les deux bras, puis, ne se servant plus que d'un seul, il le tend de nouveau dans la direction des montagnes. Le malheur arrive sans rien dire. Il n'est que le geste de ce jeune homme, de cet enfant. Le président hoche la tête. Le président regarde autour de lui. Il s'avance. C'est un petit vieux qui a une moustache blanche. Il s'appelle Crétenant. Lui, il ne s'appelle pas comme les autres. Le président, ça n'est pas un corrupte. Il porte la main à sa moustache blanche, la lisse. Il hausse les épaules d'un mouvement brusque. Elle reste un instant levée à la hauteur de ses oreilles. Et il s'est fait partout un grand silence. À nouveau ce silence qui intervient régulièrement dans ce récit-là. Un grand silence où on entend encore le cri d'un coq qui a retenti plein de dérision. On pense bien sûr à la trahison de Pierre dans l'Évangile, le chant du coq, annonciateur lui aussi de malheur, de la mort de Jésus. Ensuite, on a entendu Rebord qui descend en courant son escalier. Il fait un bruit comme un roulement de tambour. Une voix d'homme a dit « C'est pas vrai !» Et une voix de femme « Ah, ah, ah !» Je sais pas comment dire ce « ah » d'ailleurs, là c'est pas du tout comme ça qu'on devrait le dire, mais c'est des « a, a, h » avec des points d'exclamation et des points de suspension. Donc « ah, ah !» quelque chose se passe, un long cri qui vient par 3 fois. Donc c'est vraiment beaucoup plus impressionnant que les miaulements que je viens de faire. Un long cri qui vient par 3 fois, toujours plus aigu, puis casse à sa plus fine pointe comme un roseau sous un coup de vent. Même le roseau se casse, pas seulement le chêne de La Fontaine ici, le roseau se casse sous un coup de vent, donc c'est dire si le malheur est terrible. Et tout a commencé à remuer dans le village, tandis qu'on courait à la rencontre du président et de Justin. La montagne ? Oui. Et puis alors, sur d'Herborance ? Pas possible. Voyons, qu'est-ce que tu racontes ? Tu te souviens du bruit qu'il a fait cette nuit ? On pleure. Des femmes appellent, des enfants crient. On vient en se poussant, et on se pousse et on se bouscule dans la ruelle. C'est le malheur qui est sur nous. On répète ça. Le malheur qui arrive. Il y a vraiment ici une insistance sur la tragédie. On est véritablement dans une tragédie au sens classique du terme. C'est le malheur qui est sur nous. Et on comprend enfin qu'il est sur nous
parce que 4 ou 5 hommes entourent le président. Ça devient solennel. Il y avait des femmes qui riaient, disant « Voyons, voyons, c'est des histoires. » Le président disait « Je sais rien, laissez-moi, il faut aller voir. » Philomène s'était avancée, elle aussi. Elle se glisse entre les femmes, elle se fait un chemin entre ses bras qu'on lève, ses têtes qu'on secoue. « Alors » a-t-elle dit. « Alors, président ?» Il s'avance, il a dit « Je ne sais rien, demande à Justin. » Alors a-t-elle dit à Justin et Séraphin. Il disait « Je ne sais pas. » Et Antoine « Je ne sais pas. » Ce moment où le malheur frappe, mais on ne sait pas. De quelle nature est ce malheur? Est-ce qu'il s'agit de la mort? Peut-être. On ne sait pas. Pas encore. Et le chapitre continue. Après une petite pause, elle s'est mise à courir vers la maison de Thérèse, où rien ne semble avoir bougé encore, parce que la maison est assez éloignée de l'endroit où se fait le bruit. Elle voit que la porte d'entrée n'est pas fermée à clé. Elle heurte à la porte de la chambre. « C'est toi, mère ?» Elle dit « C'est moi. » Elle entre. Elle a dit « Tu as laissé les fenêtres ouvertes, tu vas prendre froid. » Vous voyez, comme tout d'un coup, on revient aux choses ordinaires. Tu vas prendre froid, ne prends pas froid. Et cette phrase des grands-mères, des mères ici, des femmes. Surtout, ne prends pas froid. Là, c'est avec le temps de Léo Ferré, on a cette idée-là qui revient. Les mots des pauvres gens qui vous disaient tout bas, surtout ne prends pas froid. Eh bien, on retrouve exactement ça ici. Tu vas prendre froid. Elle a vite été fermer les fenêtres. Il faut faire attention, tu sais, dans ton état. As-tu bien dormi? Ah, c'est moi qui t'ai réveillé. Tant pis. Je n'étais pas tranquille à ton sujet. C'est pourquoi je suis venu. On n'entend presque rien à travers les croisées garnies de verres épais en cul de bouteille. Elle remet en place longuement les petits rideaux que le vent qu'il a fait cette nuit a dérangés. Elle dit « Il te faut rester au lit ce matin, c'est plus prudent. Je t'apporterai ta soupe. » Elle ne s'est toujours pas retournée. Elle entend Thérèse qui dit « Oh non, je vais me lever. » Là, elle cherche à la protéger. Qu'elle ne sache pas ce qui se passe, on ne sait pas, mais Antoine, qu'est-il devenu? Est-il encore vivant? Thérèse reste dans l'inconnu, mais dès qu'elle sortira, elle saura qu'elle ne sait pas, mais elle aura peur. Alors c'est que tu vas mieux, dit Philomène. Oh oui, a dit Thérèse, ça va même tout à fait bien. Là encore, le malheur. Et le malheur qui n'est pas encore conscient, mais juste après, voilà ce qui arrive. Mais un cri arrive tout à coup, perçant les murs et l'épaisseur du verre. On passe en courant devant la maison. Qu'est-ce qu'on entend? Oh, c'est rien, a dit Philomène. Mais toi, mère, qu'est-ce que tu as? Elle n'arrive pas à cacher, évidemment, que l'inquiétude la ronge. Et ce malheur qui rôde, on croit pouvoir s'en protéger en ne disant rien, mais il est là. Parce qu'il lui avait bien fallu se retourner à la fin, et Philomène, oui, puisqu'elle était de dos, donc pour ça, Thérèse ne comprenait pas, Thérèse ne voyait pas que quelque chose était arrivé, qu'un malheur était là. Et Philomène montre une figure couleur de papier sale, pendant qu'elle tient ses mains l'une sur l'autre, à hauteur de sa ceinture pour les empêcher de bouger. Et malgré la demi-obscurité où elle est, voilà que Thérèse la regarde parce qu'on n'empêche pas la vérité de percer.
J'ai rien. Thérèse a dit, c'est drôle. Elle est assise sur le lit. On heurte à la porte d'entrée. À nouveau, les coups sur la porte. C'est le malheur qui arrive, encore une fois. Thérèse entend sa mère qui parle et une autre voix de femme parle bas dans la cuisine. On ne comprend pas ce que les femmes disent. L'inquiétude augmente, on ne sait pas toujours, il y a cet inconnu qui est toujours présent, quelque chose. Thérèse ne voit pas ce qui se passe, n'entend pas tout à fait les mots précis. Le bruit cependant s'accroît au dehors, en se rapprochant toujours plus. Thérèse a demandé de nouveau « Qu'est-ce qu'il y a ?» Les deux femmes sont entrées, dont la seconde est une sœur de sa mère et s'appelle Catherine. « Oh !» a dit Catherine, « ne fais pas attention, c'est la femme à Barthélemy. Elle a du chagrin. Son petit ne va pas. » Elles étaient restées les deux debout à côté de la porte, toutes bouleversées et cherchant à paraître calmes, retenues là et voulant avancer, voyant qu'il fallait dire quelque chose et ne trouvant rien à dire. Les mains de Philomène bougeaient toujours plus fort sur son tablier à rayures. L'importance des mains, dès le début du texte, on met l'accent sur les mains qui tremblent, qui parlent à la place de Philomène, qui ne voudrait ne rien dire, mais qui parle sans parler. « Attendez, a dit Thérèse, je viens, je me lève. »« Non, a dit Catherine, il vaudrait mieux que tu restes couché. » Mais à ce moment, un coup de cloche se fait entendre, puis un coup, puis encore un coup. À nouveau, les coups du malheur. On a frappé à la porte. Et les cloches de l'église, bien sûr. Est-ce le glas ou le tocsin? C'est Barthélemy qui venait de mourir. Les porteurs ont vu qu'il était mort parce que sa bouche s'est ouverte dans sa barbe. Ils allaient arriver au village. Ils ont déposé la civière sur le chemin. Puis, tête nue, l'ont entouré, eux quatre, et Ninda, et ensuite tous ceux qui venaient, étant montés à leur rencontre. C'est pourquoi le bruit s'était éloigné. C'est-à-dire le président, Justin, Rebord, des hommes, des femmes, des enfants. Les femmes se sont mises à genoux pendant que quelqu'un partait en courant du côté de la chapelle. Un coup. Thérèse a dit « Qui est-ce qui est mort ?»« Oh !» a dit Catherine, et elle ne trouvait plus ses mots. « C'est le petit à la femme de Barthélemy, mon Dieu, bien sûr, c'est sûrement lui, à la pauvre femme. » Un coup. À nouveau, ces coups, et là, on a juste la phrase nominale, les deux mots, un coup. Bam, 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 pam, 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 pam. Thérèse a dit, il n'était pas malade hier. Oui, le petit à la femme de Barthélemy, elle a dit qu'il avait le croup. Ça lui est venu cette nuit. Un coup. À nouveau, ce coup. Elle courait les maisons comme une folle, comme si on y pouvait quelque chose, nous autres. Un coup. Les femmes là-bas se relèvent. Les porteurs reprennent leur charge. S'étant mis un à chaque bout, ils ont tiré la toile à fromage sur le visage du mort. Il y a une grande paix sur les montagnes qu'on voit rangées haut dans les airs, en demi-cercle autour de vous. Là, tout d'un coup, on revoit les montagnes qu'on avait vues la veille au soir, dans la même disposition, dans les airs, de la place que le mort quitte. On domine encore le village. On voit par-dessus les toits le vide que fait la vallée, être tout rempli ce matin d'une douce vapeur où la couleur du soleil est à côté de la couleur de l'ombre. Les deux couleurs étant cousues ensemble comme les bandes d'un drapeau. Puis plus haut, ça s'éclaire, et ça s'éclaire d'autant plus que l'œil monte davantage.
Ça brille avec tranquillité, ses tours, ses cornes, ses aiguilles, tout en or ou tout en argent, et elle bouge un peu, comme la flamme des cierges quand on passe à côté. La montagne reste là, la montagne, elle, celle qui n'est pas tombée, est impassible. Elle est là. Tout est tranquille sur les montagnes, tout est repos. Pour moi, il n'y aura plus jamais de repos. Barthélemy quitte sa place. On lui a fait quitter sa place. Il ne dit pas non, il se laisse faire, il descend encore un peu. Et les autres viennent par derrière. Ils n'osent plus tellement crier, ils n'osent même plus rien dire. Ils ont fait taire leurs larmes qui coulent maintenant sans bruit. Et repos. Mais pour moi, c'est drôle ce moi, tout d'un coup, alors même qu'on n'est pas dans un discours direct, on ne sait même pas trop qui parle. Pour moi, il n'y aura plus jamais de repos, non, jamais plus dans cette vie. Car sa mère et sa tante avaient bien essayé de la retenir, mais elle n'en avait pas eu la force. Thérèse, c'est pour elle qu'il n'y a plus de repos. Thérèse court à travers la chambre, elle s'est mise à la fenêtre et voit, c'est d'abord Barthélemy qu'on porte. Un homme est à ses pieds, un homme est à sa tête et il est couché à plat. Eux sont debout. Lui est étendu. Eux marchent. Lui est immobile. Sous sa toile, lui se laisse faire. Il y a d'abord ses pieds qui débordent de la civière, puis le soulèvement où est sa tête sur l'oreiller. Tranquillité, repos. On avait ses coups. Et maintenant, on a la tranquillité et le repos annoncés par les montagnes. Et il vient comme ça. Ensuite vient tout ce monde. Le vieux Charybde va à leur rencontre. Il ne comprend pas très bien ce qui arrive, laissant entendre par moments un petit grognement. « Ah, a-t-elle dit c'est du joli ? Il y a un malheur et on me le cache. » Elle a donc deviné, mais quel malheur, toujours. L'inconnu. Sa mère et sa tante cherchent à la tirer en arrière, mais maintenant c'est la femme de Barthélemy qui vient avec ses 6 enfants. La cloche continue à sonner, un coup, puis un coup, puis un coup. Un coup, c'est pam, 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 pam. Un coup et la femme de Barthélemy tient le plus petit de ses enfants contre elle, donnant la main à un autre qui commence seulement à marcher, et il y en a 2 qui se tiennent par derrière sa jupe. Elle a 6 enfants, et là on voit cette image tragique, la mère et les 6 enfants et le père qu'on amène sur une civière, ces moments tragiques où tout change dans la vie. Il y a ça aussi, ça me fait penser à une scène comme ça dans Germinal, quand on ramène les mineurs morts, après notamment la fusillade de la Grève. Ici aussi, ce sont des malheurs qui arrivent et qui arriveront peut-être plus nombreux que la seule mort ici de Barthélemy. Il y a Ninda avec sa canne et Thérèse reconnaît Ninda. Il vient. Il est une figure parmi toutes ces figures qui sont un peu au-dessus du sol et à hauteur des petites fenêtres basses qu'on voit s'aligner dans les murs de bois brun, avec des barbes ou points de barbe, avec des cheveux emmêlés ou tondus ras ou bien longs chez les femmes et noués en chignons bruns ou noirs et même blonds. Ah, c'est du joli. Puis Ninda, voyons, qu'est-ce que c'est ? Parce que Barthélemy est sous la fenêtre où il va à plat. Il a le visage couvert, il est vu d'en haut. Il est vu d'en haut, là, le passif. Il est vu d'en haut par Thérèse, mais comme si nous aussi on le voyait d'en haut. Et il est vu. L'œil devient abstrait ici. Il est vu d'en haut dans toute sa longueur. On voit qu'il ne bouge pas. Alors sa femme s'est remise à sangloter, laissant les larmes lui couler le long de la figure jusque dans la bouche.
Elles font des taches noires sur le devant de son caraco gris. Il y a des bras qui se lèvent. Des mains se tiennent à plat de chaque côté d'une tête. Les hommes, au contraire, baissent la leur. Le président Justin, Rebord, Nada, les autres. Guère nombreux et pour longtemps, hélas. Guère nombreux à cause de tous les morts qu'il y a eu là-haut. Et là, on voit bien que la mort de Barthélemy n'était que la première des morts. C'est un petit village de chèvres, de femmes, d'enfants, de vieillards. On retrouve la phrase qu'on avait dite avant de manière légère, mais là, il n'y a plus que ces gens-là. Pendant ce temps, il vient, il est à présent au-dessous de Thérèse. Alors elle a dit, qu'est-ce qu'il y a ? Elle parle toujours de Barthélemy, elle a dit, je pense qu'il est mort. Est-ce vrai, Maurice Nada ? Nada passe avec sa canne. C'est le messager boiteux, Nada, qui va annoncer le malheur. Pourquoi est-ce qu'il ne répond pas ? Ah, c'est drôle, disait-elle. Qu'est-ce qu'ils ont ? Justin n'a pas eu l'air d'entendre. Il passe lui aussi. Il est déjà passé. Une femme alors regarde vers Thérèse. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas encore, mon Dieu. Elle se tait sans avoir achevé sa phrase. C'est comme si elle avait déjà oublié Thérèse. La cloche sonne un coup. Combien de coups de cloche, combien de morts, peut-être. Ne reste pas comme ça à la fenêtre, tu prendras froid, disait Philomène, on va t'expliquer. Toujours revenir aux sensations. Surtout, ne prends pas froid. Et Thérèse, quoi m'expliquer ? Mais l'explication venait déjà, parce qu'une autre femme a dit, c'est la montagne qui est tombée. Quelle montagne ? Les Diablerets. Et où est-ce qu'elle est tombée ? Sur d'Herborance. Alors Thérèse a dit, et eux ? Mais elle se met à rire. La montagne, elle riait de nouveau. Ça ne tombe pas comme ça tout de même une montagne. Puis tout à coup, et Antoine, où est-il ? Elle a crié, oh Antoine, mon mari, Antoine, mon petit mari. Et c'est la fin du chapitre 6. Antoine, où est-il ? Encore une fois, ça se termine par une question dont on n'a pas la réponse. Le chapitre précédent se terminait déjà par une question. Tu m'entends, Barthélemy ? Barthélemy, depuis, est mort. Qu'en est-il du mari de Thérèse, Antoine, qu'on a laissé en haut, à d'Herborance, sous la montagne des Diablerets qui s'est écroulée ? Eh bien, peut-être qu'on aura la réponse à cette question au chapitre 7 d'Herborance de Charles-Ferdinand Ramus. Au revoir.